La REF, la Renaissance des entreprises de France, organisée par le MEDEF les mercredis 26 et jeudi 27 août 2020 en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Première journée à la REF, la Renaissance des entreprises de France. Une belle journée qui touche à sa fin. On est en studio, en extérieur. On est en compagnie de Christopher Sullivan, directeur général chez ICDL France. Bonjour Christopher. Bonjour. On va faire cette interview avec Nicolas Tarade. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, Fabrice, vous aussi. Bon, est-ce que vous voulez tout savoir sur la certification des compétences numériques ? J'aimerais en savoir plus parce qu'au niveau informatique, ça va. Mais comme un peu tout le monde, je dis ça va, mais finalement, ça va pas tant que ça. Donc plein de questions à poser. Oui, quel est votre niveau sur Excel, sur Word ? Sur PowerPoint, sur... On peut se tester. Et c'est peut-être le métier d'ICDL. Expliquez-nous, Christopher. Tout à fait. Alors à la base, la certification ICDL, elle a été créée il y a 25 ans pour certifier le niveau de compétence des utilisateurs en Europe. Nous sommes ICDL France, donc nous représentons la certification sur le territoire français. L'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez des personnes qui utilisent ces logiciels quotidiennement, mais est-ce qu'ils savent bien s'en servir ? Ça, on ne le sait pas. Et donc, nous avons mis en place des tests qui permettent d'évaluer le niveau des utilisateurs sur ces différents logiciels, qui permettent aussi de cartographier les compétences. Donc ça permet aussi d'identifier les besoins en formation et de conseiller les personnes vers les formations dont elles ont réellement besoin. Et puis en fin de formation, de pouvoir certifier, de valoriser ces compétences-là avec un certificat reconnu, au même titre que le TOEIC pour l'anglais. Là, on permet de valoriser les compétences sur ces outils numériques. Qui sont vos clients ? C'est plutôt des jeunes, des étudiants, des boîtes ? Alors nous, en tant qu'opérateur de la certification pour la France, en fait, on distribue les outils d'évaluation et de certification auprès d'organismes de formation, d'écoles, d'universités, même de lycées. Et eux, ensuite, vont proposer ces outils-là auprès de leurs apprenants, qui peuvent être effectivement des étudiants, des élèves ou des étudiants, ou des salariés, et également, évidemment, les demandeurs d'emploi, qui sont les premiers à avoir besoin de valoriser et de faire reconnaître leurs compétences sur le marché du travail. Quelle est la finalité ? J'arrive sur mon CV avec le tampon et je dis, voilà, je sais faire ça, et je vais voir le recruteur, il me dit banco. C'est ça la finalité finalement de cette certification ? C'est augmenter l'employabilité au travers de la valorisation des compétences, soit avec un certificat papier. De moins en moins de personnes maintenant se promènent avec leur certificat ou leur diplôme en poche. Donc on a aussi évidemment une version numérisée, dématérialisée du certificat. Mais tout à fait, c'est de pouvoir garantir auprès d'un recruteur que lorsque je me présente à un poste, non seulement je ne fais pas que prétendre que j'ai ces compétences-là, mais j'ai une certification derrière qui vient le garantir auprès du recruteur. Alors moi, j'aimerais savoir quel est l'impact de la crise qu'on vient de traverser, la crise de la Covid-19. On peut se dire, tiens, finalement, les gens avaient plus de temps pour se former. Comment vous avez été impacté positivement ou au contraire négativement ? Peut-être moins d'argent, peut-être d'autres préoccupations. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, nous, aujourd'hui, on a relevé en tout cas 3 impacts assez importants dans notre secteur d'activité, dans la partie formation et notamment la partie formation numérique. C'est que déjà, les individus qui se sont retrouvés chez eux se sont rendus compte qu'elles n'avaient pas forcément les compétences de la même manière que celles qu'elles avaient dans un cadre professionnel. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, elles passaient beaucoup plus de temps à chercher certaines fonctionnalités dans les logiciels, alors qu'au bureau, ils avaient le collègue à côté, ils demandaient au collègue, on leur montrait, et donc ils étaient plus efficaces au bureau, alors qu'à la maison, ils étaient autonomes. Donc il y a vraiment le premier effet finalement du home office, comme on dit, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas forcément les compétences qu'on pensait avoir quand on était au travail. Le deuxième impact, c'est sur la partie matérielle. On a des personnes qui se sont retrouvées le mardi, premier jour du confinement, 9h du matin, le manager qui les appelle en disant à midi, il faut que tu sois rentré chez toi. Oui, mais je fais comment pour mon matériel ? Tu prends ton matériel, ton ordinateur avec toi. Ouais, moi, j'ai une tour, j'ai un écran d'ordinateur, je suis venu en métro ce matin, comment je fais ? Donc, on a des personnes qui se sont retrouvées dans le métro avec un ordinateur sous le bras, un écran dans l'autre, pour rentrer chez eux, pour pouvoir fonctionner de chez eux. Donc, un matériel qui était totalement inadapté par rapport à un besoin qui, soudainement, leur a imposé de travailler de chez eux. Et aussi, en termes d'infrastructure, toutes les entreprises qui, lorsqu'elles sont dans leur bureau, donnent accès à certaines informations, de la data sur les serveurs qui sont protégés par des firewalls, des proxys, etc. Là, d'un seul coup, on leur a dit, mais attendez, là, il faut que tous nos collaborateurs, ils doivent accéder à tout ça de chez eux. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont comme sécurité chez eux ? Est-ce qu'ils ont des antivirus, etc. Donc là, il y a un choix stratégique pour les entreprises de dire, est-ce qu'on prend le risque
de leur donner accès à distance, tout en sachant que peut-être qu'on va se faire attaquer par des ça, il y a la protection des données aussi derrière. Protection des données, etc. Ou est-ce qu'on verrouille tout, mais du coup, il y a zéro activité pour l'entreprise, puisque derrière, ils ne peuvent pas travailler. Ça, c'est le deuxième impact. Et le dernier impact, c'est effectivement une croissance importante de l'e-learning. Toutes ces personnes qui se sont retrouvées chez elles, soit en chômage partiel, soit qui continuaient même à travailler de chez elles en home office, elles ont pu consacrer un petit peu plus de temps à de la formation à distance. Ça, c'est sûr que c'est important. Maintenant, ça n'est pas venu remplacer la formation en présentiel. La formation à distance a augmenté en termes de volume, mais de manière générale, la formation en France a quand même énormément baissé parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de se former de chez elles parce qu'elles avaient des enfants à charge, des choses comme ça. Il y en a certains qui n'avaient pas le matériel informatique. Et il y en avait qui n'avaient même pas les compétences initiales pour aller se former sur de l'e-learning, sur du numérique. Enfin, c'est un peu paradoxal de demander à des personnes de se former sur des outils numériques alors qu'elles n'ont pas forcément ces compétences numériques, justement. Comment vous voyez du coup la rentrée qui s'annonce compliquée, on sait, pour beaucoup de sociétés, on parle de chômage accru, peut-être des budgets aussi, budget de formation en baisse. Est-ce que vous mesurez déjà l'impact ? Ah oui, c'est sûr que ça va avoir un impact important. Après, chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi la possibilité de se reconstruire derrière. Et donc on va avoir des restructurations, on va avoir des reconversions, et donc des personnes qui peut-être vont pouvoir trouver un nouveau métier, vont pouvoir identifier un nouveau métier. Le numérique aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir. Même le codage, qui il y a encore 5-10 ans était quelque chose qui était totalement réservé à des développeurs, des informaticiens. Aujourd'hui, on se rend compte que même les plus jeunes au lycée, même au collège, peuvent découvrir le codage. On a plein aujourd'hui de parcours sur le codage informatique qui se créent, et donc on a plein de métiers. C'est d'ailleurs un secteur qui est en tension. Ils recherchent, ils cherchent à embaucher sur ces secteurs-là. Donc du coup, il y a peut-être des opportunités aussi à se faire par rapport à ça. Nous, en tout cas, au niveau de notre certification ICDL, on a réagi très rapidement puisqu'on a mis en place de la certification à distance, ce qui ne se faisait pas auparavant. Avant, il fallait aller dans un centre physiquement, dans un centre d'examen. Nous, aujourd'hui, on fait de la certification à distance, donc ça ouvre aussi plein de possibilités là-dessus. Justement, j'avais des questions sur ces problématiques qui vont sans doute revenir dans les années à venir, dans les décennies à venir, parce qu'il va falloir qu'on s'habitue à ces virus qui viennent et à cette façon de repenser le travail, de repenser les espaces de travail, d'avoir recours finalement de plus en plus à ce télétravail et donc d'utiliser les outils numériques. Et justement, vous parliez de l'éducation auprès des collégiens, auprès des lycéens. Comment on arrive aussi à former tout le monde ? Je pense notamment à ceux qui ne sont pas nés, pas les digital natives, avec ceux qui... la génération d'avant, quoi. Voilà. J'essaye de trouver un petit peu le politiquement correct. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les masques, ils serviront à rien pour les virus informatiques. Là, ça, c'est sûr. On en est sûr. Par contre, je pense que vous faites une idée sur que les jeunes aujourd'hui, ils maîtrisent plus le numérique que les un peu plus anciens. Vous auriez pas tort sur certaines compétences, non, je dis plus qu'ils sont pas forcément mieux, parce que je vois avec mon frère et mon cousin, ils sont largués. Ils sont plus largués que mes parents. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de formation, que ça soit à l'école, que ça soit dans les cercles extérieurs. Il y a un usage des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est pas de la bureautique. Non, mais le problème, il est là. Ils savent Facebooker, chatter, bloguer, surfer. Par contre, derrière, quand on leur demande des compétences professionnelles qui vont vraiment les accompagner dans leur métier, là, il y a un vrai gap entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils devraient savoir faire. Il n'y a pas assez de formation. Vous dites qu'il y a beaucoup de formation, mais en fait, il n'y en a pas assez. Il faut continuer à former et il faut vraiment investir sur la formation, sur le digital, parce que c'est ce qui va faire progresser nos entreprises. Les futurs salariés de nos entreprises vont apporter aussi ces compétences-là dans ces entreprises. Donc, c'est un gain de productivité énorme, c'est un gain d'efficacité énorme. Donc, le numérique, il doit être au cœur de l'enjeu de toutes les entreprises. Et cet effort, il doit être fait de la part des pouvoirs publics, par exemple, cet effort de formation. Est-ce qu'il doit y avoir une enveloppe mise pour justement relancer cette... Oui, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, mais ils peuvent aussi le faire en partenariat avec toutes les organisations qui existent aujourd'hui et qui ont déjà de l'expérience. Nous, ça fait plus de 25 ans qu'on est sur le marché, qu'on propose notre compétence, notre expertise. Donc on n'est pas les seuls, il y en a dans plein de domaines. Donc il faut aussi aller chercher ces partenaires-là sur le terrain, et on est là. Et si le gouvernement a besoin de nous, on peut répondre présent.
Voilà, d'autant que Jean Castex a bien dit, l'État ne peut pas tout, il faut aussi se prendre en main. Le message en tout cas est passé, il n'y a pas assez de formation. On n'attend évidemment pas le nouveau confinement, on espère qu'il n'y en aura pas pour se former et vous contacter. Christopher Sullivan, je rappelle que vous êtes directeur général chez ICDL France, donc leader international de la certification des compétences numériques. Merci et à très bientôt sur nos antennes. La REF, la Renaissance des entreprises de France, organisée par le MEDEF, les mercredis 26 et jeudi 27 août 2020, en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. À retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.